Bonjour à tous, je me présente Romaric, je travaille chez Silverfort, nouvel acteur de l'IAM en France. Donc on est une solution qui faisons l'ITDR. L'ITDR, c'est une nouvelle catégorie que Gartner a annoncé récemment. On fait de l'Identity Threat Detection Response. On est également classé par Microsoft comme champion du Zero Trust sur les identités. On vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui pour ce deuxième webinaire thématique dédié à l'accélération et à l'extension, la sécurisation des accès privilégiés. On organise un autre webinaire le 29 septembre sur la sécurisation des comptes de service ou plus généralement sur la sécurisation des comptes machines. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je connais bien, puisque ayant passé quelques années chez CyberArk, j'ai rencontré un certain nombre de clients qui cherchaient à accélérer leurs projets, qui malheureusement étaient souvent assez lents avec les solutions PAM. Et pour en parler, aujourd'hui, je vais inviter mes deux collègues, Jérôme et Pierre-Yves. Donc, avant tout, n'hésitez pas pendant le webinaire à poser vos questions. Il y a un petit onglet sur questions-réponses. On y répondra à la fin du webinaire. Donc, Jérôme, Pierre-Yves, je vous passe la main. Merci Romaric. Pierre-Yves Popin, moi CTO chez Ignition Technologies, distributeur exclusif de Silverforce sur la France. J'interviens aujourd'hui pour introduire le sujet de la sécurisation des accès privilégiés, et tout comme Romaric qui a passé quelques années chez CyberArk, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur un certain nombre de projets PAM, et effectivement les sujets de la part des clients sont à peu près toujours les mêmes, et l'objectif du webinaire d'aujourd'hui et de vous accompagner, de vous présenter justement des solutions qui vont vous permettre d'accélérer cette sécurisation. Alors, tout d'abord, avant d'attaquer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je souhaitais revenir sur ce qu'on appelle l'accès privilégié. Puisqu'on entend beaucoup de choses autour de ce sujet-là, de ce thème-là. L'accès privilégié, finalement, c'est quoi? Ça regroupe un ensemble d'accès, de comptes qui vont avoir un certain nombre de droits, qui ont des droits souvent très, très élevés, que ce soit des modifications de configuration, de l'exécution, de l'accès à certaines données. Ce qui est important aussi à considérer, c'est que ce type de comptes peuvent être aussi bien des comptes machines que des comptes humains. Et très souvent, les utilisateurs, en tout cas les clients dans les équipes IT, oublient dans ces initiatives, finalement, l'utilisation de ces comptes à privilèges, ces comptes d'accès privilégiés au niveau des machines. L'autre point sur lequel nous souhaitions aussi insister aujourd'hui, c'est que ces comptes à accès privilégié, ce n'est pas forcément que des comptes administrateurs, que des comptes routes. Ça peut être typiquement un DRH ou une DRH qui accède à des données personnelles, ça peut être un utilisateur d'applications métiers, ça peut être des personnes qui travaillent dans des domaines industriels et qui accèdent à des serveurs ou à des machines critiques, mais critiques au sens potentiellement sûreté et non plus que sécurité. Donc, c'est quand même un ensemble d'accès finalement qui vont donner des droits et on va dire des actions possibles avec un très, très haut niveau de pouvoir. Alors, associé à ces accès privilégiés, finalement, il y a un certain nombre de risques de coûts qui en découlent. Qu'on a listé là, sur la droite. Donc, au-delà de l'usurpation d'identité, ce qui est le plus important, et on s'aperçoit, et notamment sur les deux derniers cas, que sont les mouvements latéraux ou le fait que ce type de compte soit la cible des hackers, je reprends l'exemple du DRH, ce type de compte est très souvent effectivement ciblé parce que c'est des droits auxquels on n'a pas forcément pensé à sécuriser, c'est des droits qui vont nous donner accès à certains aspects ou à certains accès au sein du système d'information qui vont nous permettre ensuite de rebondir et d'élever ces privilèges. Donc ça, c'est important à noter pour bien poser finalement le débat d'aujourd'hui. Alors, si on essaye de regarder maintenant d'un point de vue cybersécurité, quelles sont les implications? Alors, les implications, ils vont tourner autour de trois thèmes principaux. Le premier, ça va être la conformité. Alors, pour ceux qui étaient présents il y a 15 jours sur le précédent webinaire, on a déjà parlé de cette conformité qui peuvent être liée à de la cyberassurance, sur lequel les cyberassureurs demandent de plus en plus souvent de mettre en place des mécanismes
on va dire, de sécurité de l'identité, au sens large du terme, ou alors des conformités via des réglementations, que ce soit PCI DSS dans sa dernière version notamment, ou alors de la LPM, voire des conformités internes. On a vu quand même une certaine évolution finalement de la sécurisation des accès, au sens large du terme, mais aussi des accès privilégiés. Il y a quelques années, on nous expliquait que finalement, c'était la complexité du mot de passe qui était très importante pour les comptes administrateurs, avec 16 caractères, des caractères, enfin des majuscules, minuscules, caractères alphanumériques, non alphanumériques, etc. Et puis ensuite, il y a 5-6 ans, on nous a parlé du MFA pour les accès externes, enfin même un peu plus que 5-6 ans, mais du MFA pour les accès externes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce soit pour des besoins internes, externes, il est nécessaire de protéger tous les comptes, parce qu'à un moment ou à un autre, même certains comptes auxquels on ne pense pas arrivent à avoir des accès avec certains privilèges. Et encore une fois, la notion de privilège, elle n'est pas uniquement administrateur du domaine, c'est vraiment au sens large du terme. Alors, si on regarde aussi d'autres implications pour la cybersécurité, là, on est plutôt dans une optique de se protéger, donc d'augmenter son niveau de sécurité. On constate aussi sur les dernières attaques, et notamment côté ransomware, que ce soit sur des mouvements latéraux et de la propagation finalement de malware ou de ransomware, qu'il y a une certaine automatisation de cette typologie d'attaque qui va très très vite et qui nécessite finalement d'automatiser aussi, d'une part, la visibilité pour comprendre bien ce qui se passe sur le système d'information, mais aussi d'automatiser la réponse et être capable de pouvoir protéger le plus rapidement possible et voir si possible en amont ce type d'accès privilégié pour éviter justement de mettre à plat un système d'information. Le dernier point aussi qui nous semble clé, c'est la visibilité. On a parlé d'automatisation sur la réponse, mais automatisation aussi sur la visibilité. Il est impératif, d'un point de vue cybersécurité, de savoir ce que font qui utilise ces accès privilégiés pour faire quoi. C'est clé, et si jamais on veut pouvoir avoir cette visibilité sur l'ensemble des activités qui sont menées, il faut pouvoir avoir un point central qui va gérer ces accès privilégiés. Alors, justement, la question est comment est-ce qu'on peut les sécuriser. On parlait avec Romaric d'éditeurs de PAM. La première réponse que l'on a vu apparaître depuis quelques années maintenant, c'est l'utilisation de solutions PAM, donc Privilege Access Management, donc de bastions, nos serveurs de rebond sur lesquels les utilisateurs à privilège vont se connecter, vont pouvoir s'authentifier pour ensuite rebondir sur des serveurs d'administration, des bases de données, des applications diverses et variées. Ça, c'est le premier point. L'autre avantage de ce type de solution, c'est qu'il y a un coffre-fort numérique dans lequel les mots de passe vont être stockés, les mots de passe privilégiés vont être stockés et il y aura de la rotation. Alors, c'est une bonne solution de sécurité, mais ça ne répond pas à toutes les problématiques. Tout d'abord, dans ce cas-là, on va protéger souvent l'application cible, c'est-à-dire quand on va partir sur ce qu'on appelle de l'onboarding des solutions, ça va être rajouter les serveurs cibles qui vont être protégés par ces bastions, par exemple, mettre les mots de passe administrateurs dans le coffre-fort, mais on ne va pas protéger l'accès en tant que tel. Que se passe-t-il une fois que je suis connecté sur le serveur cible, une fois que je suis déjà dans ma session? Qu'est-ce que je peux exécuter? Est-ce que finalement je suis contrôlé ou pas? C'est une première question à laquelle il faudra répondre. L'autre point qui est vraiment clé, c'est la complexité de certains projets. On voit très rapidement que sur ce type de projet PAM, les déploiements peuvent se faire sur un certain nombre de cibles assez rapidement, mais c'est des projets très souvent qui vont durer dans le temps. Durer dans le temps parce que c'est complexe, parce que des applications ne sont pas compatibles, parce qu'il faut développer des connecteurs. Et c'est là où finalement on va trouver les limites du projet. Romaric parlait de sa vie passée chez un autre éditeur. Moi, j'ai pour souvenir d'un projet qu'on a mené avec un client dans le domaine bancaire. On a travaillé pendant 2 ans à faire de l'onboarding de compte sur une solution PAM. Au bout de 2 ans, le client est revenu vers moi en me disant « j'ai un problème, c'est que je ne sais pas par quel bout continuer, par quel bout finalement prendre ce projet parce que les résultats attendus ne sont pas là, parce qu'on a tellement de comptes, tellement d'applications à gérer qu'on ne sait pas par où passer. » Donc, c'est là où on voit un peu les limites des solutions PAM. On a d'autres types de solutions qui est l'utilisation du MFA. Alors, pour ceux qui étaient présents la dernière fois, on en a parlé un peu des temps de le MFA sur l'ensemble du système d'information. On voit que tout ce qui est application cloud, tout ce qui est application assez nouvelle, entre guillemets, qui est compatible SAML, c'est assez facile d'utiliser du MFA, mais quid des applications internes, quid
des solutions propriétaires, quid des solutions qui ne sont pas compatibles dans le monde Azure, par exemple. Tout ça, il faut être capable de pouvoir les embarquer dans la sécurisation parce que finalement, ces accès sont tout aussi importants que ceux qu'on peut trouver dans le cloud. Après, on va retrouver deux autres types de réponses, entre guillemets, à la sécurisation de ces accès privilégiés, qui sont des réponses plutôt en mode réactif, remédiation, qui sont dans un premier temps tout ce qui va tourner autour de la gestion de log, la gestion des événements de sécurité, potentiellement la détection d'incidents via SOC, mais ça nécessite de savoir détecter déjà, donc trouver ce que je dois détecter et avoir des équipes pour pouvoir les détecter, et apporter ensuite une réponse. Mais si jamais je ne sais pas qui, quoi, où, apporter la réponse, ça devient très compliqué. Et le dernier point que je voulais mentionner à ce niveau-là, c'était tout ce qui est enregistrement de session. Certains de nos clients nous disent « Oui, mais moi, j'enregistre toutes mes sessions et au moins, je contrôle, je sais qui fait quoi. » Oui, mais l'enregistrement de session n'est que réactif, c'est-à-dire que ça va aider à la remédiation pour comprendre ce qui s'est passé, mais ça ne va pas empêcher le problème d'arriver. Donc, si jamais on essaye un peu d'étendre par rapport à la notion de conformité dont on parlait tout à l'heure, on s'aperçoit que selon les solutions, ça va répondre plus ou moins bien à ces notions de conformité. Et on voit quand même qu'il y a deux choses qui ressortent et qui répondent à peu près correctement. C'est tout d'abord la notion de bastion de serveur de rebond associée au MFA qui va permettre d'avoir une bonne sécurisation des accès privilégiés. Alors, si jamais maintenant on essaie de regarder où est-ce qu'on en est d'un point de vue maturité chez les clients, alors cette classification elle est complètement subjective et c'est celle qu'on a fait avec Jérôme et Romaric quand on a monté le webinaire. On a classifié en 4 niveaux de maturité. Le niveau de maturité aujourd'hui des clients sur la protection de ces accès privilégiés. Tout à gauche, au niveau 1, on est sur, entre guillemets, pas de solution d'authentification renforcée, il n'y a pas beaucoup de segmentation d'un point de vue réseau, c'est souvent l'utilisation de comptes partagés entre les différents administrateurs, jusqu'au niveau le plus élevé sur lequel on va retrouver du MFA sur une majorité des accès, de la rotation de mots de passe, des solutions de PAM éventuellement. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on constate chez les clients, on est plutôt entre les deux, c'est-à-dire que les clients utilisent des solutions du marché pour avoir des bases sécurisées de mots de passe, des comptes nominatifs, ça c'est une bonne chose, et des clients qui ont déjà mis en place certains mécanismes d'authentification forts sur certains accès et stocké quelques mots de passe dans des solutions de base et de Vault. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a très peu de clients qui sont d'un point de vue maturité au niveau 4, avec une vraie protection de ces accès privilégiés, de la rotation, du MFA sur l'ensemble des accès, sur l'ensemble des comptes, et surtout, le point qui est le plus important, c'est de la visibilité et de l'analyse en temps réel. Et c'est ça qui est important si jamais on veut rentrer dans l'étape d'après, entre guillemets, qui est la détection en cas de tentative d'usurpation d'identité ou tentative de piratage. Alors, avant de passer la main à Jérôme pour entrer dans l'approche que Silverfort peut avoir sur ce genre de sujet, entre guillemets, et voir comment est-ce que Silverfort peut être un vrai complément en termes de sécurité, je voulais revenir rapidement sur les difficultés, les limitations qu'on va trouver dans le PAM. Le premier constat, c'est que très souvent, les solutions de PAM qui sont mises en place, elles sont, comme je disais tout à l'heure, pour protéger les comptes administrateurs. Mais finalement, l'accès à ces comptes administrateurs n'est pas tout le temps protégé par des solutions MFA. Ça, c'est le premier point. Donc, ça peut être de l'authentification très souvent classique, on va dire AD, qui permettent d'accéder aux différents bastions. Le deuxième point, c'est qu'on va protéger le compte administrateur, mais pas forcément l'identité ou l'utilisateur qui va accéder à ce compte administrateur. Et finalement, c'est un point sur lequel on veut vraiment insister, c'est cet accès privilégié versus le compte administrateur. Parce que ce qui nous importe, c'est finalement cet accès qui doit être sécurisé. Pas quel compte j'utilise, mais vraiment ce qui va permettre de faire les actions derrière. La difficulté, le coût, la complexité finalement des projets, que ça soit, on va dire, la mise en place des solutions, que ça soit l'architecture à modifier, parce que très souvent, on se retrouve sur des réseaux, entre guillemets, à plat, sur lesquels on a les utilisateurs, les serveurs qui sont sur la même zone. Donc, il y a de la segmentation à mettre, il y a, alors j'en ai pas parlé, mais il y a de la conduite du changement qui est clé. Conduite du changement parce que finalement, on change la façon dont les utilisateurs ont l'habitude
de se connecter à leur serveur d'administration, que ça soit via des mécanismes comment dire, de rebond, que ça soit via des changements de configuration d'application. Donc, il y a toute une conduite du changement qui est clé et qui représente bien plus de 50% finalement du temps et du coût du projet. Et ça, c'est à prendre en compte dans tous les projets PAM. La notion aussi d'inventaire qui est clé, c'est que très souvent, on va être capable d'avoir une visibilité sur les comptes les principaux qui sont utilisés, mais rarement sur l'ensemble des comptes. Tout à l'heure, je parlais du DRH, de l'assistant du CEO, etc. Bah, ces comptes-là, souvent, on n'a pas la visibilité de leur utilisateur et de leur accès. Et c'est souvent ça qui pose problème quand on veut généraliser les solutions PAM dans un système d'information. Donc, la conduite du changement, comme je le disais à l'instant, qui est clé. Aujourd'hui, tous les retours d'expérience que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, et Romaric pourra le confirmer tout à l'heure, un projet PAM sans conduite du changement est voué à l'échec. C'est clair. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un projet PAM sera voué à l'échec, mais par contre, on peut trouver des solutions qui vont permettre d'avoir l'adhésion des utilisateurs, parce que c'est ça finalement qui est clé, à cette sécurisation des accès. Et c'est cette façon-là qu'avec Silverfort, on a une réponse et une approche pertinente à proposer. La durée, la complexité, j'en ai parlé, et quelques limitations, effectivement, c'est que très souvent, on a on va dire, l'accès en RDP qui est très, très bien porté dans les projets PAM. Par contre, tout ce qui va être applications qui vont reposer sur des protocoles, alors sur du Kerberos classique, sur du NTLM, ça ne sera pas forcément pris en compte. On parle de PowerShell, WMI, ce genre de choses. Et l'autre point, c'est qu'encore une fois, dès qu'on va parler d'applications un peu non standards, applications un peu propriétaires, ça nécessite de développer des connecteurs, des plugins pour gérer protection des mots de passe, pour gérer la connexion, pour gérer la rotation de ces mots de passe-là. Et du coup, c'est là qu'on va rentrer dans des aspects de coût, de longueur de projet qui sont non négligeables, voire potentiellement impossibles à sécuriser. Et du coup, on a un trou dans la raquette à ce moment-là. Je vais passer la parole maintenant à Jérôme pour qu'il vous présente justement comment Silverfort va pouvoir protéger ces accès privilégiés et justement comment ça peut être complémentaire, voir comment c'est, on va dire, un premier quick win, parce que finalement on parle de ça, des premiers résultats forts dans une démarche de protection des accès privilégiés. Merci Thierry. Donc, l'approche Silverfort, comment est-ce qu'on va solutionner la problématique des accès privilégiés? Avant qu'on passe à la démo, j'aimerais bien expliquer un tout petit peu le concept. Donc, en haut à gauche, vous voyez les utilisateurs privilégiés qui, à un moment donné, vont essayer d'accéder à une ressource ou un service. Par exemple, Jérôme, étant un utilisateur qui a un accès privilégié, va essayer de cliquer sur un file share, va essayer d'utiliser un outil comme PSExec, VBScript, PowerShell, afin de se connecter à une machine en remote. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que cette demande est faite? En fait, un ticket Kerberos va être envoyé à l'Active Directory ou à l'IDP en question qui va demander cet accès. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas juste le matin quand je me logue sur ma machine de travail que cette demande est faite vis-à-vis de l'Active Directory, mais vraiment à chaque fois que j'essaie de me connecter à une ressource, je me connecte à une base de données, une requête d'authentification est toujours faite, par exemple, vis-à-vis de mon Active Directory. Qu'est-ce que Silverfort fait? Tout simplement, nous avons un service qui va tourner sur le domaine controller, qui va tourner dans l'Active Directory, qui va voir cette requête d'authentification et qui va appliquer sa politique. Et la politique Silverfort peut bien sûr être configurée, et peut-être que cet accès va être permis, que l'accès va être complètement bloqué, ou bien cet accès va être forwardé à une solution d'authentification forte qui existe déjà, ou la solution d'authentification forte Silverfort même. Donc, on est compatible avec toutes les solutions d'authentification forte standard, Microsoft, Okta, RSA, Duo, même FIDO2, etc. Et donc, on va pouvoir arrêter cette demande d'accès, l'envoyer vers une solution MFA, puis interpréter le résultat et l'envoyer dans la direction de l'Active Directory afin de pouvoir accepter cet accès.
Maintenant, quels sont les avantages d'une telle approche qui est complètement différente d'autres solutions? Enfin, le premier avantage, c'est que on n'a pas besoin d'agent ou de proxy. Il n'y a rien à installer du côté serveur. Il n'y a pas de proxy à déployer dans le réseau. On a juste un service qui tourne sur le domaine contrôleur. Deuxième avantage, les utilisateurs vont continuer à travailler de la même manière qu'auparavant. Par exemple, la majorité de nos clients, ils ont un MFA qui est en place pour accéder à leur Office 365. En général, c'est le Microsoft Authenticator. On va pouvoir s'intégrer dans le Microsoft Authenticator et tout simplement dire, maintenant, Microsoft Authenticator va aussi être utilisé pour se connecter via PSExec à une machine en remote, ou pour faire une session remote desktop pour les accès privilégiés. Implicitement, il n'y a pas d'onboarding à faire, puisque ces applications sont déjà installées sur le GSM ou les tokens FIDO2, Ubiquo ou autres sont déjà déployés dans l'entreprise. Donc, il n'y a aucun onboarding à réaliser pour nos clients. Aussi, la durée d'implémentation et la maintenance de la solution sont à charge très, très faible. En fait, nous avons une petite infrastructure à mettre en place derrière le service, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, je n'ai rien à faire du côté des clients ou des serveurs, juste ce service à déployer sur le domaine contrôleur. Et pour être franc, le déploiement technique se fait en quelques heures. Et puis après, on va commencer à définir ses règles et sa policy pour le MFA, ce qui va coûter 2-3 semaines. Et dernier point, il n'y a pas de développement à faire, il n'y a aucun script à déployer, donc c'est une solution qui n'est pas intrusive du tout et qui n'est pas liée à l'application ou au service ou à la ressource même qui accepte cet accès privilégié, c'est lié à l'identité. Donc, puisque notre serveur se trouve ou notre service se trouve directement sur le domaine contrôleur, là où les accès vont se passer, on est indépendant des applications ou des services ou des ressources qui vont être accédées. Je passe la main à Romaric pour parler un petit peu du positionnement Silverfort par rapport au PAM. Absolument. Comment finalement positionner Silverfort dans votre roadmap sur les accès privilégiés? Ça tombe bien puisque c'était une question qui m'a été posée. Donc, finalement, Silverfort, ça peut être trois choses dans une roadmap PAM en fonction de la maturité d'un client. Comme Pierre l'a souligné, il y a des clients qui ont une maturité différente. Et finalement, vous allez pouvoir positionner Silverfort de manière différente. Premièrement, ça va être une alternative au PAM, simplement, en fonction des cas d'usage. Si votre client ou si vous avez uniquement comme besoin de mettre en place le MFA partout, par exemple, parce que votre cyberassurance vous le demande, eh bien, ça va être une solution assez rapide, assez simple et peu coûteuse à mettre en place. Ensuite, ça peut être un accélérateur. Vous avez déjà un projet PAM. Ce projet PAM est lent à cause de l'onboarding des comptes, à cause de la mise en place de tout un tas de cas d'usage. Eh bien, on va pouvoir accélérer votre projet. Et si vous êtes venu à bout de toutes les capacités de votre solution PAM, si effectivement vous êtes sur des accès qui utilisent des jetons Kerberos, du NTLM, eh bien ça, ce sont des éléments que les solutions PAM ne vont pas pouvoir gérer. Et là, Silverfort va pouvoir étendre ce que vous faites déjà avec vos solutions PAM. Jérôme, je te passe la démo. Voilà, on passe à la démo. Il nous reste encore quelques minutes, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc, en haut à droite, vous voyez mon GSM, mon téléphone mobile sur lequel j'ai installé Microsoft Authenticator ainsi que l'authentificateur fort de Silverfort. Et à gauche, j'ai mon poste de travail qui tout simplement est un poste de travail Windows qui existe quelque part dans le réseau, sur lequel je me suis connecté avec un utilisateur qui a des droits admin, qui a un accès privilégié. Et voilà, donc une chose que je peux essayer de faire, c'est tout simplement de créer une session remote desktop vers un serveur qui aussi existe dans le réseau, qui requiert un accès privilégié. Maintenant,
normalement, je n'ai pas besoin de m'authentifier puisque je suis déjà authentifié. Donc, il y a un jeton Kerberos qui existe sur ma machine. Mais avec la règle Silverfork qui est en place, vous allez le voir dans le stand, j'ouvre cet accès et vous voyez sur mon GSM que je dois remettre ça en place. Excusez-moi juste un instant. La session qui s'est fermée. On va la réouvrir. Voilà. Bon, ce sera un peu plus grand, mais vous voyez ici que mon accès doit être approuvé par la solution MFA qui est en place sur le GSM. Voilà. Et donc, voilà, j'ai accès à la session RDP. Maintenant, on peut faire la même chose avec une ligne de commande, par exemple. Bon, excusez-moi, il y a un petit problème avec mon câble. On va refaire tout ça. Voilà. OK, parfait. Donc, pour vous donner un deuxième exemple, il y a plusieurs manières de se connecter vers un serveur, comme vous le savez. Par exemple, je peux tout simplement utiliser une ligne de commande pour essayer de voir ce qui existe sur le disque dur du serveur même. Donc, la ligne de commande est très, très simple. C'est un dir. On va faire du copier-coller. Voilà. Et non, il ne veut pas coller, donc je vais tout simplement l'écrire en essayant de trouver le backslash. Non, excusez-moi, on va refaire tout ça. Voilà. Et on va copier-coller d'ici, ça va être un peu plus simple. Voilà. Et coller. Et comme vous le voyez, il y a de nouveau. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec mon câble ici. Mais croyez-moi, j'ai une requête, une notification push sur mon GSM que je vais devoir approuver pour pouvoir voir ce qui se passe sur le disque dur du serveur. Maintenant, du côté management de la solution, ce qui est important à savoir, c'est que pour les comptes privilégiés, on va faire l'inventaire automatiquement. On va tout simplement synchroniser l'Active Directory et en fonction de ce qu'on voit avec les authentifications ou les requêtes d'authentification qui rentrent dans le réseau, on va pouvoir en déduire quels sont les comptes privilégiés dans le réseau, aussi quels sont les comptes services, mais ça c'est une chose qu'on va discuter lors du 3e webinaire. Et on va créer cette visibilité, ce qu'on appelle Insights, qui va permettre à nos clients de déjà avoir cet inventaire, mais aussi de voir quels sont les comptes privilégiés qui sont aussi des shadow admins, qui ont des mots de passe qui sont vieux, qui ont des mots de passe qui n'expirent jamais, etc., etc. Et on va aussi pouvoir, en temps réel, appliquer ce qu'on appelle un risk scoring aux comptes privilégiés, où on va tout simplement pouvoir voir quel est le risque attaché à une identité. Peut-être qu'il y a eu une attaque brute force, peut-être que c'est un shadow admin qui devrait pas avoir d'accès privilégié. Donc, on va pouvoir voir toutes ces requêtes d'authentification et en déduire les éléments de risque. Par exemple, pour ce compte-là, on voit que il y a eu des pics dans les requêtes d'authentification et implicitement, on voit que il y a eu une attaque sur ce compte privilégié de Kerberos ou bien tout simplement brute force. Voilà pour la démo. Je pense qu'on a déjà dépassé notre temps. Je passe la main à Romaric pour la session questions-réponses. Oui, merci Jérôme pour la démo. Donc, rapidement, on dépasse un peu. Quelques questions. Donc, comment Silverfork protège contre le vol de mots de passe? Donc,
Le mot de passe même, c'est quelque chose qu'on ne va pas influencer. Donc, on n'a pas de rotation de mot de passe. On ne va pas dire le mot de passe a été changé. Cette policy a été définie dans l'IDP même. Mais puisqu'on applique le second facteur, puisqu'on applique une authentification forte à un MFA, le mot de passe sera juste un facteur. Donc, même si un mot de passe est volé, sans le second facteur, sans le MFA, il n'y a pas d'accès. Parfait. Autre question, que se passe-t-il en cas d'indisponibilité de Silverfort? Y a-t-il une procédure de brique glace? Oui. Alors, tout d'abord, Silverfort peut être déployé dans un mode redondant, high available. Donc, on peut déployer la solution d'une manière qu'elle est toujours disponible. Mais maintenant, supposons que tous les serveurs tombent, il n'y a pas d'élément Silverfort qui est actif. Donc, on va passer dans le mode fail open, c'est-à-dire que les authentifications vont se passer exactement de la même manière avant installation Silverfort. Parfait. Et dernière question qu'on va traiter aujourd'hui. Est-il possible d'en dire plus sur l'infrastructure à mettre en place? Bien sûr. Donc, comme je viens de dire, nous avons un service qui existe sur les domaines contrôleurs. C'est un tout petit service qui ne va pas faire grand-chose. Le service même va tout simplement accepter ou voir toutes les requêtes d'authentification et va les passer à une infrastructure Silverfort qui peut être complètement on-prem, qui se compose de 2 ou 3 machines virtuelles Hyper-V, Docker ou VMware, qui, eux, vont tout simplement définir quelle est ou voir quelle est la règle qui est en place pour cette requête d'authentification et passer vers MFA ou bloquer ou accepter la requête. Très bien. Une autre question, a-t-on un calcul de score sur la solution Silverfort? Oui, donc comme je viens de dire tout à l'heure, nous allons en temps réel faire un scoring sur toutes les authentifications. On va définir un scoring basé sur une quarantaine de facteurs de risque. Maintenant, on a les détails là-dessus. On peut très bien envoyer les détails pour les personnes qui sont intéressées. Quels sont les éléments de risque qu'on va identifier? Parfait. Merci. Merci Pierre-Yves, merci Jérôme et merci à tous d'avoir participé, d'avoir été nombreux aujourd'hui pour cette session. Donc, prochaine session le 29 septembre sur la sécurisation et l'inventaire des comptes de service. On espère également vous y retrouver très nombreux. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.